Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 102e numéro. Au sommaire, nous allons parler d'infos internationales, un gros dossier sur le Moyen-Orient et la crise des réfugiés. Dans la partie France, nous parlerons du nucléaire avec l'EPR qui prend encore du retard et la centrale de Fessenheim qui n'est pas prête de fermer. On parlera également des conséquences de la crise, c'est-à-dire l'augmentation des PV de stationnement, la demande de diminution des coûts des repas pour les militaires, etc. Dans la partie santé-environnement, nous parlerons du scandale du Mediator, des énergies renouvelables qui ne sont plus subventionnées par l'Union européenne et de Monsanto. Pilule bleue pour ceux qui veulent partir, vous pouvez éteindre cette vidéo. Pilule rouge pour les autres, vous restez avec moi, attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale avec le Moyen-Orient qui est dans un chaos indescriptible. L'État islamique s'est emparé d'un poste militaire situé à un peu plus d'1 kilomètre de l'aéroport militaire de la ville de Deir el-Zor. Je cite, « Il s'agit de l'une des attaques les plus violentes lancées par l'État islamique contre l'aéroport. 18 soldats ont été tués, ainsi que 23 membres de l'État islamique, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Turquie, le Parti des travailleurs, le PKK, est en guerre ouverte contre Ankara. Des soldats turcs ont été tués et d'autres blessés dans une attaque d'envergure des rebelles kurdes du parti PKK, donc, dans le sud-est de la Turquie, selon l'armée. Elle n'a toutefois pas fourni de bilan chiffré. Le PKK a affirmé avoir tué 15 soldats dans un acte de sabotage et plusieurs attaques. Pendant que la France étudie la possibilité de bombarder Daesh en Syrie et de vouloir renverser à tout prix le gouvernement en place, la Russie a été d'interdit de survol de la Bulgarie pour emmener de l'aide humanitaire pour les Syriens. La Bulgarie, pays membre de l'OTAN, a déclaré avoir refusé à un nombre non précisé d'avions russes de traverser son espace aérien. Cette décision fait suite à des informations selon lesquelles les États-Unis ont demandé à la Grèce, également membre de l'OTAN, de ne pas autoriser les avions russes effectuer des livraisons en Syrie à survoler son territoire. Livraison de matériel humanitaire selon les Russes qui ont demandé à la Bulgarie de s'expliquer. Sur la participation des troupes russes en Syrie aux côtés des forces gouvernementales contre Daesh, les États-Unis ont mis en garde les Russes. À une semaine de l'Assemblée générale de l'ONU, où Vladimir Poutine va présenter son plan de coalition internationale contre Daesh, le secrétaire d'État américain John Kerry a mis en garde le Kremlin contre le risque d'une escalade du conflit. Depuis la divulgation par les médias américains, britanniques et israéliens de l'information selon laquelle des soldats russes participeraient au combat aux côtés de troupes de Bachar al-Assad en Syrie, l'opposition entre la Russie et l'Occident sur la question syrienne s'est accentuée. Voilà ce qu'a estimé le quotidien russe Commerçante. Le secrétaire d'État John Kerry a mis en garde Moscou contre un risque d'escalade du conflit en Syrie si était attesté l'actuel renforcement de la présence militaire russe sur le territoire syrien. Le ministre des Affaires étrangères russe a alors rappelé que la Russie avait toujours aidé militairement la Syrie dans sa lutte contre le terrorisme et qu'elle continuerait à le faire. Alors rappelons en même temps que les États-Unis, eux, se sont engagés, enfin des troupes de l'OTAN se sont engagées aux États baltes, au bord de la frontière russe, et nous savons également que les États-Unis ont envoyé des troupes d'élite en Ukraine pour former les soldats ukrainiens, pour combattre les troupes, on va dire pro-russes, dans l'est de l'Ukraine. Alors venons-en maintenant aux conséquences de ce chaos au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'afflux des réfugiés en Europe. Quelques 340 000 migrants venant de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan ou d'Afrique ont gagné l'Europe depuis le début de l'année, selon l'Agence européenne des frontières Frontex, dont 137 000 au cours du seul mois de juillet. Et ils pourraient atteindre 1 million d'ici la fin de l'année. On assiste à des scènes de chaos, notamment à la frontière entre la Hongrie et la Serbie, où les forces de l'ordre sont complètement dépassées, comme vous pouvez le voir sur ces images. Du coup, l'Autriche, elle, a demandé de suspendre ses liaisons ferroviaires avec la Hongrie. La Compagnie nationale des chemins de fer autrichien a annoncé suspendre ses liaisons avec la Hongrie. Elle invoque la congestion massive de son réseau face à l'afflux de migrants désireux de se rendre en Allemagne. La compagnie de chemin de fer appelle pour la même raison les bénévoles de la compagnie d'autocars à cesser de conduire de nouveaux voyageurs dans les gares de son réseau. Alors au niveau de l'accueil de ces réfugiés, pour faire simple, la France et l'Allemagne se sont prononcés pour. En France, Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Il s'agit principalement de réfugiés, c'est-à-dire de femmes et d'hommes qui pour des raisons politiques fuient leur pays et pas de migrants économiques. » Mais il a quand même précisé, « Si cela est fait dans le bon ordre, c'est une opportunité pour nous. C'est d'abord notre dignité, c'est aussi une opportunité économique parce qu'il s'agit de femmes et d'hommes qui ont aussi des qualifications remarquables. » En Allemagne, on parle d'accueillir plus de 800 000 réfugiés.
Voilà, donc l'Allemagne qui a besoin d'une main-d'œuvre bon marché. La Roumanie, elle, s'est prononcée contre. L'Arabie Saoudite s'est opposée à accueillir des réfugiés, mais la monarchie saoudienne est prête à financer la construction de 200 mosquées en Allemagne. La Turquie, de son côté, a accueilli 1,9 million de réfugiés, la Jordanie 629 000, l'Irak 250 000. Pour Israël, ça sera 0 réfugiés. Netanyahou a déclaré qu'Israël n'était pas indifférent au sort des familles fuyant la persécution en Syrie, qu'il juge comme un État ennemi, mais que le pays n'était pas assez grand pour les accueillir. À la place, Netanyahou a annoncé la construction d'une clôture de 30 km le long de la frontière avec la Jordanie. Alors en Amérique du Sud, le Venezuela, malgré la crise, accepte de prendre 20 000 réfugiés. Quant aux États-Unis, il n'est pour l'instant pas question d'accepter un nombre important de réfugiés. En 4 ans, les États-Unis ont accueilli seulement 1500 réfugiés. Dans ce flux, 4000 seraient des combattants de l'État islamique qui se seraient incrustés dans ce flux de migrants, selon un journal britannique. Plus de 4000 combattants de l'organisation terroriste État islamique ont pénétré en Europe en tant que réfugiés. Voilà ce qu'annonce le journal Sunday Express, citant une source de l'État islamique. Le transfert a été réussi selon cette dernière. Les combattants s'intègrent au flux de réfugiés dans les ports turcs d'Izmir et de Mezrin pour arriver en Italie via la mer Méditerranée. Ensuite, ils se redirigent vers d'autres pays européens, notamment la Suède et l'Allemagne. 2 passeurs ont confirmé cette information. L'un d'eux a confirmé avoir aidé une dizaine de terroristes à pénétrer en Europe. Certains prétendaient vouloir rendre visite à leur famille, d'autres voulaient juste y aller pour se tenir prêts, entre guillemets. L'envoi de combattants est le début d'une action de représailles pour les frappes aériennes de la coalition internationale en Irak et en Syrie, dirigée par les États-Unis, selon la source de Sunday Express au sein de l'État islamique. Alors arrêtons-nous 2 minutes sur cette information, puisque l'agence Infolibre qui a relayé cette information a été brocardée sur les réseaux sociaux. Alors je vais vous faire un petit topo sur les informations qui sont tombées sur ce sujet depuis un petit moment. Alors, tout d'abord, en novembre 2014, selon le général Jean-Pierre Brosset, chef d'état-major de l'armée de terre française, je cite, « Plus de 1000 combattants européens enrôlés dans ses rangs sont revenus dans l'espace Schengen. Une menace pour la France et les pays européens, car l'adversaire n'est plus seulement aux portes de l'Europe, il en a franchi le seuil. » Ensuite, en février 2015, l'État islamique menaçait d'envoyer 500 000 migrants en Europe et de cacher des terroristes parmi ses réfugiés. En mai 2015, Abdul Basit Haroun, conseiller gouvernemental libyen, déclare que le groupe État islamique envoie en Europe des djihadistes qu'elle fait passer pour des migrants illégaux. Des propos qui font écho à l'avertissement de Frontex, l'agence européenne pour la sécurité et les frontières extérieures de l'Union européenne, qui estimait en mars possible que des djihadistes s'infiltrent sur le vieux continent par le biais d'embarcations clandestines. En juillet 2015, dans le Daily Mail, des terroristes arrivent en Europe, cachés parmi les migrants, selon Michel Koninx, responsable d'Eurojust, une organisation de coordination de la lutte contre le terrorisme, le banditisme et la fraude lourde au niveau européen. Cette information avait été à l'époque relayée par l'agence Infolibre. Le 3 septembre dernier, selon la chaîne bulgare Nova TV, 5 hommes âgés de 20 à 24 ans, voyageant à bord d'une voiture immatriculée au Kosovo, se sont présentés au poste frontière de Guechevo. Ils ont alors tenté de donner un bakchich aux gardes frontières pour éviter d'être fouillés et pour qu'ils les laissent traverser. Le garde frontière a non seulement refusé l'argent, mais a décidé de fouiller les 5 hommes. Grand bien lui en a pris, la police des frontières a découvert de la propagande de recrutement pour l'État islamique, des textes et des prières spécifiques pour les djihadistes et des vidéos de décapitation sur leur smartphone. Et enfin, le 10 septembre dernier, un combattant d'État islamique susceptible d'avoir rejoint Calais avec des migrants est actuellement recherché par les forces de l'ordre. L'homme, qui a quitté la Syrie fin août, aurait pour intention de se rendre en Grande-Bretagne pour y commettre des actes terroristes. Il fait l'objet d'une fiche de recherche de type S pour sûreté de l'État. Voilà, donc ceux qui ont copieusement insulté l'agence Infolibre sur les réseaux sociaux, avec toutes ces informations que je viens vous donner, je vous attends maintenant pour débattre. Dans le reste de l'actualité internationale, on va parler de l'accord sur le nucléaire iranien, cet accord qui doit passer maintenant au Sénat américain et Obama qui veut passer en force. Le parti républicain au Sénat américain ne pourra pas bloquer l'accord sur le nucléaire iranien après le ralliement d'un nombre suffisant de sénateurs en prévision d'un vote qui aura lieu en septembre. Il est attendu que les 2 chambres de Congrès désapprouvent l'accord sur le nucléaire iranien puisque le président Barack Obama oppose son veto à la résolution de désapprobation du Congrès dont la majorité absolue est composée de républicains. Pour s'opposer au veto présidentiel, il faut une majorité constitutionnelle des 2/3 au sein des 2 chambres du Congrès, soit 67 voix sur 100 au Sénat. Mais dans la mesure où l'accord sur le nucléaire iranien a déjà reçu le soutien de 34 sénateurs, le Congrès ne pourra pas le bloquer.
Le Congrès pourrait examiner l'accord mi-septembre. C'est très bientôt, donc Obama qui veut opposer son veto et passer en force sur cet accord. On parle de la Palestine maintenant et du drapeau palestinien qui va flotter au siège de l'ONU à New York. Un pas de plus vers la reconnaissance de ce pays. L'ONU va autoriser les Palestiniens à faire flotter fièrement leur drapeau au siège de l'organisation à New York. C'est une nouvelle étape dans l'intense campagne diplomatique qu'ils mènent pour faire reconnaître leur État. On termine les infos internationales en parlant d'une puce RFID qui sera mise en place dans tous les véhicules circulant sur les routes de Malaisie d'ici 2018. D'après un article paru sur le Sun Daily, le gouvernement malaisien souhaiterait mettre en place une nouvelle mesure concernant tous les véhicules en circulation sur son territoire en les équipant d'une vignette couplée d'une puce RFID. Cette obligation, qui devrait intervenir d'ici 2018, permettra aux autorités malaisiennes de suivre à la trace tous les véhicules disposant de cette vignette collée sur le pare-brise. Selon le journal, je cite, « Ce nouveau système permettra à la police et aux autorités de suivre efficacement les délinquants, puisque ce système d'authentification sans fil servira aussi à alerter la police en cas de vol grâce à un système anti-vol. » Mais cette nouveauté ne s'arrête pas là. En effet, avec l'aide des satellites, le système pourrait même permettre de facturer les déplacements des automobilistes sur les autoroutes du pays, un peu à la manière du télépéage que nous connaissons en France. Enfin, les autorités veulent utiliser cette puce RFID pour lutter de façon plus efficace contre le trafic de plaques d'immatriculation, surveiller le trafic routier ou encore réguler les véhicules passant la frontière du pays. On démarre la partie France maintenant et on va parler du réacteur nucléaire EPR qui prend encore du retard. Le réacteur nucléaire de type EPR en cours de construction à Flamanville dans la Manche n'entrera en service qu'au 4e trimestre 2018 et son coût de construction atteint désormais 10,5 milliards d'euros. Voilà ce qu'a annoncé EDF qui a ainsi relevé de 2 milliards sa précédente estimation. Le groupe chargé du chantier et de la future exploitation du réacteur avait annoncé en novembre 2014 un nouveau report de sa mise en service pour 2017, sans toutefois réévaluer son dernier devis de 8,5 milliards d'euros qui datait de fin 2012. De la mise en route de l'EPR de Flamanville, qui prend du retard comme vous le voyez, dépendrait la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. C'est ce qu'indique la ministre de l'écologie Ségolène Royal. Le report de la mise en service du réacteur nucléaire EPR de Flamanville à fin 2018 reportera d'autant la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, doyenne des centrales françaises. Voilà ce qu'a déclaré la ministre de l'écologie. La loi qui prévoit le plafonnement de la production d'énergie nucléaire signifie que quand Flamanville ouvrira, Fessenheim devra fermer. On parle des PV de stationnement qui risquent d'augmenter puisqu'on vient d'inventer le terme de stationnement très gênant. Le code de la route a été modifié, créant la notion de stationnement très gênant, assorti d'une amende multipliée par 4, passant de 35 à 135 euros, soit une augmentation de 285%. Voilà ce qu'il en coûte de contrevenir à ce nouvel article. Le décret de cette loi est entré en vigueur le 4 juillet dernier. On va parler de l'armée maintenant, l'armée qui n'en finit pas de payer les pots cassés, puisqu'on a déjà réduit l'effectif de l'armée drastiquement, et aujourd'hui on veut s'en prendre au coût des repas des militaires. La Cour des comptes estime que ramener le coût moyen d'un repas à l'armée à environ 10 euros permettrait d'économiser 200 millions par an. Il n'y a pas de petites économies, surtout pour un ministère, celui de la Défense, dont le budget atteint 31,4 milliards d'euros en 2015 et qui, du fait du renforcement de la lutte antiterroriste, s'est vu attribuer des rallonges. Farouchement dénonciatrice des dépenses superflues, la Cour des comptes s'est intéressée aux restaurants militaires. Il ressort de son rapport que les repas servis par les militaires de l'armée coûtent trop cher, très précisément 15,6 euros par repas pour les 40 millions de déjeuners et autres dîners engloutis chaque année sur le territoire national. Les repas externalisés auprès d'un prestataire privé reviennent eux à moins de 10 euros. Les sages de la Haute-Gambourg recommandent donc au ministère de s'aligner sur ce prix de revient de 10 euros, ce qui permettrait à la Grande Muette d'économiser environ 200 millions d'euros par an. Pour répondre à l'arrivée de la concurrence sur le marché des lignes d'autocars en France, la SNCF va mettre en place 136 lignes vers 46 destinations. La SNCF entre à son tour dans la bataille de l'autocar. Moins d'un mois après la libéralisation de ce marché en France, avec la promulgation de la loi Macron le 7 août, la société ferroviaire frappe fort en musclant sa filiale d'autocaristes ID-Bus, rebaptisée Ouibus, tout en proposant des tarifs très agressifs. Sa taille est appelée à doubler avec un réseau de 130 liaisons, dont 7 de nuit, vers 46 destinations, dont 35 en France, et des prix l'appel qui sont fixés à 5 euros l'aller simple.
Je cite, « Notre objectif est de monter jusqu'à 8 millions de voyageurs proposés en 2018. » Voilà ce qu'a expliqué Rachel Picard, directrice générale de SNCF Voyage. 300 emplois directs sont créés pour assurer ce développement. Mettre sur la route des milliers d'autocars qui roulent au diesel, je le rappelle, tout ça pour 300 emplois, ça fait pas très sérieux, surtout que la France prépare sa conférence sur le climat. On parle maintenant du fisc qui va récupérer 2,6 milliards d'euros pour la régularisation de comptes bancaires. La régularisation de comptes bancaires non déclarés à l'étranger par des Français qui se signalent aux autorités aura rapporté 2,6 milliards d'euros en 2015 et participera à couvrir les baisses d'impôts annoncées pour 2016. Voilà ce qu'a déclaré Michel Sapin. François Hollande a annoncé que pour l'année prochaine, plus de 2 milliards d'euros de baisse d'impôts à l'adresse des Français les plus touchés par les augmentations du début de son quinquennat. En continue, on parle de la pauvreté en France maintenant et les Français qui ont de plus en plus peur d'être touchés. La pauvreté touche de plus en plus de Français et fait peur aux enfants. Voilà ce que révèlent 2 sondages qui ont été mis en place par le Secours populaire. Selon le 9e baromètre annuel Ipsos sur la perception de la pauvreté par les Français, une majorité, 57%, déclare avoir été à un moment de leur vie sur le point de connaître la pauvreté, plus 2 points par rapport à 2014. Un chiffre qui a extrêmement augmenté de 10 points en 10 ans, a expliqué Étienne Mercier, directeur du département d'opinion d'Ipsos, lors d'une conférence de presse. Et parmi ceux en passe de connaître une situation de pauvreté, 35% disent l'avoir effectivement vécu en 2015, ce qui est identique à 2014. Voilà ce que précise le sondage mené auprès de 1013 personnes de 15 ans et plus interrogées par téléphone. Un chiffre qui augmente pour les femmes, 38%, les non-diplômés, 45%, ou les revenus de moins de 1250 € annuels, 64%. Pour les Français, être pauvre commence à moins de 1054 € mensuels, non loin du SMIC, qui est aujourd'hui à 1135 €. Et 66% des gens disent connaître une personne proche, famille ou amie, qui vit cette pauvreté. Selon la DARES, le seuil de pauvreté s'établirait à 987 € par mois en 2012. Autre indicateur inquiétant, 87% des personnes interrogées jugent que les risques que leurs enfants connaissent un jour la pauvreté sont plus élevés que leur propre génération, 85% en 2015. On continue et la justice française qui va tester un programme de déradicalisation. Le tribunal de Mulhouse lancera d'ici fin septembre un programme destiné aux personnes poursuivies pour des infractions en lien avec l'islam radical. S'attaquer aux racines du mal, le pari n'est pas gagné d'avance. La France se lance dans la délicate mission de désintoxiquer, entre guillemets, les islamistes radicaux. Selon les informations, le tribunal de grande instance de Mulhouse va tester dès ce mois de septembre un programme judiciaire de déradicalisation destiné aux personnes poursuivies pour des infractions en lien avec l'islam radical, à l'exception des actes terroristes. Une première en France, imaginée par le parquet général de Colmar et mise en place avec le soutien du ministère de la Justice, qui pourrait s'étendre au reste de la région en cas de succès. Ce stage sera mis à disposition des magistrats à tous les stades de la procédure judiciaire. D'abord comme alternative aux poursuites, si les faits reprochés sont mineurs et le préjudice faible. Dans le cas contraire, si l'infraction commise nécessite un jugement, il pourra être utilisé en amont du procès, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une liberté surveillée, puis au moment du jugement comme peine principale, complémentaire, ou dans le cadre de la nouvelle contrainte pénale créée l'an passé par Christiane Taubira. Les mineurs ne sont pas oubliés puisque le programme pourra être imposé comme mesure éducative par un juge des enfants. On attaque la partie santé et environnement avec l'Union européenne qui a renoncé à subventionner les énergies renouvelables. Les grands groupes pétroliers BP, Shell, Statoil et Total, ainsi que les associations professionnelles de secteur, se sont associés pour faire du lobby à Bruxelles et s'opposer aux politiques européennes en faveur des énergies renouvelables. L'année dernière, la Commission européenne a tenu compte de leurs demandes et supprimé la plupart des subventions versées pour soutenir le développement de ces énergies alternatives dès 2017, rapporte The Guardian, en dépit de l'opposition des écologistes et des sociétés du secteur des énergies renouvelables. En octobre 2011 déjà, la firme pétrolière Shell avait proposé que l'on replace les politiques qui englobaient les énergies renouvelables par un objectif unique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, arguant que cela permettrait de baisser les rejets provoqués par les centrales à charbon. Je vous invite à aller voir le reportage Bruxelles Business pour bien comprendre comment fonctionne l'Union européenne. On continue avec le Mediator et une quinzaine de caisses d'assurance maladie qui ont assigné l'industriel. C'est l'ardoise cachée de Servier. L'opinion publique s'est émue de ce que la firme pharmaceutique française rechigne, depuis juin, à indemniser des victimes du Mediator, pourtant reconnues comme telles
par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Du coup, c'est l'ONIAM et donc l'argent public qui se substitue à l'industriel à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le contribuable doit, une fois de plus, pallier les manquements de Servier qui, depuis le début de l'affaire, n'a jamais versé un centime aux caisses primaires d'assurance maladie. La facture secrète de l'industriel va de plusieurs millions à plusieurs dizaines de millions d'euros. On est plus proche de 30 millions d'euros que de 2 millions d'euros selon une source. On parle maintenant du forage pétrolier dans l'Essonne et la préfecture qui n'y est pas favorable. Le commissaire enquêteur avait émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation d'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides présentée par la société Vermillon. Le rapport vient d'être mis en ligne sur le site de la préfecture. Il ne présage rien de la décision que le préfet n'a encore prise pour laisser Vermillon créer 10 nouveaux forages sur les concessions déjà existantes. Il apparaît que sur 184 observations écrites dans les registres, 133 personnes, dont les élus et des associations, se sont opposées au projet et seulement 3 se sont prononcées en faveur, et encore sous réserve. Et on termine cette vidéo avec l'information selon laquelle Monsanto, la firme américaine, a été condamnée par la Cour d'appel de Lyon à indemniser un agriculteur qui a été intoxiqué par un de ses produits. C'est une décision qui pourrait bien ébranler le monde de l'agrochimie. La Cour d'appel de Lyon a confirmé qu'un herbicide de Monsanto était responsable de l'intoxication d'un agriculteur français le 10 septembre dernier. Le fabricant américain, déjà reconnu responsable en première instance en 2012, devra donc l'indemniser entièrement. Aucun montant n'a été donné pour le moment. La décision, une première en France, reconnaît l'impact du solvant hautement toxique qui composait pour moitié l'herbicide Lasso dans les séquelles et le handicap dont souffre le céréalier charentais Paul François depuis 2004. Ancien produit phare de Monsanto, le Lasso avait été interdit dans l'Hexagone en 2007, mais dès 1992 en Belgique et au Royaume-Uni. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien évidemment tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui soutiennent l'agence InfoLibre dans son développement et sa pérennisation. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez bien informés. N'oubliez pas d'aller visiter le site agenceinfolibre.fr. Tous les liens que je vous ai donnés aujourd'hui y sont. Ne me faites surtout pas confiance sur ce que je vous ai dit. Allez vérifier par vous-même. Vous pouvez visiter également la page Facebook de l'agence InfoLibre, le Twitter, le YouTube, le Facebook bien sûr. Alors n'attendez pas que nous mettions un article sur Facebook puisque celui-ci bloque la moitié de nos posts. Donc préférez passer directement sur le site de l'agence InfoLibre. Je vous rappelle également que la lettre d'analyse et d'information libre numéro 5 que voici est toujours disponible, toujours au prix de 9 €, toujours disponible sur la boutique de l'agence InfoLibre. Voilà, restez bien informés. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao à tous. Si vous voulez soutenir l'agence InfoLibre, vous pouvez accéder à la boutique de l'agence InfoLibre, soit en passant par le site agenceinfolibre.fr et vous cliquez sur nous soutenir, soit en vous rendant directement sur la boutique, boutique.agenceinfolibre.fr. Sur la boutique sécurisée, vous avez accès aux lettres d'analyse et d'information libres, vous pouvez acheter au numéro ou bien vous abonner. Vous avez également accès aux documentaires de l'agence InfoLibre et aux différents articles que nous sommes susceptibles de mettre en vente. Pour le paiement, vous avez 3 solutions à votre guise, soit par chèque, soit par PayPal, soit par carte bleue en passant par l'interface sécurisée qui mène à notre banque. Merci pour votre soutien et merci de faire de l'agence InfoLibre un média incontournable pour demain.